Bonjour à tous et à toutes. Je remercie d'une part l'association Santé des femmes de m'avoir demandé une nouvelle fois d'intervenir à cette tribune. Donc j'en suis très heureuse. En plus, j'ai l'occasion d'y revoir des personnes que je n'ai pas revues depuis fort longtemps. Donc c'est toujours très très agréable. Alors moi je ne suis pas historienne, je suis sociologue. Mais alors les sociologues, ils ont une très très mauvaise manie, c'est qu'ils s'intéressent à tout. C'est-à-dire qu'ils s'intéressent à l'histoire, ils s'intéressent à la santé, ils s'intéressent à l'anthropologie. Voilà. Enfin, on est un peu les généralistes. Vous voyez, au niveau du monde médical, il y a les spécialistes, et puis il y a nous. Et bien alors nous, on est un peu plus côté généraliste, c'est-à-dire qu'on s'intéresse un petit peu à tout. Alors parfois sur certains sujets plus en profondeur, ce qui est mon cas, puisque je m'intéresse plus particulièrement aux pratiques traditionnelles néfastes faites aux femmes à travers le monde, parce que je considère qu'il n'y a aucun continent qui est épargné et que tout dépend de la période de l'histoire dans laquelle on se situe et dans l'espace dans lequel on se situe pour pouvoir analyser les choses. Donc il faut toujours recontextualiser les choses, et d'où l'apport important de l'histoire pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Je ne suis pas du tout une spécialiste de l'Afghanistan, mais par contre, en revanche, malheureusement, je connais très bien la thématique du mariage forcé. Puisque ça fait notre association aura 40 ans l'année prochaine, et ça fait 20 ans maintenant que nous accompagnons des femmes de 4 continents sur 5. C'est-à-dire que je pense qu'à ce jour, on n'a pas de données anthropologiques ou démographiques qui nous permettent de prouver qu'au niveau des pôles, il y a des violences faites aux femmes spécifiques, parce que moi je m'intéresse aux violences spécifiques. Attention, bien sûr, il y a des violences conjugales partout dans le monde entier. Mais moi, je m'intéresse aux violences spécifiques et aux pratiques traditionnelles néfastes. Donc, elles n'ont pas lieu partout, au même moment de l'histoire, etc., etc. Mais je tenais à le repréciser. Alors, je sais que l'intervenant suivant va aborder l'aspect historique de l'éducation en Afghanistan, mais moi, il y a quelque chose qui m'a surprise il y a quelque temps. Je l'ai découvert malheureusement avec la soudaine revenue des talibans sur le territoire d'Afghanistan. Dès 1913, en Afghanistan, on avait une reine, qui est la reine Soraya, qui est une femme qui est musulmane, venue d'une famille libérale, née en Libye. Son mari disait d'elle elle était sa ministre de l'éducation. Et ils étaient d'autant plus un exemple que c'était une famille monogame, c'est-à-dire que la société afghane était polygame. Donc cette femme a ouvert la première école pour les filles. Et ça, donc c'était en 19... attendez, je ne sais plus parce que j'ai noté les dates, mais j'ai perdu un peu la date. Donc c'était au début des années 1900, enfin c'est-à-dire 1900, 1920. Donc ça veut dire que l'Afghanistan n'a pas toujours connu des régimes autoritaires, des régimes où les femmes n'avaient pas leur place, où les femmes n'occupaient pas... la reine Soraya et son conjoint se sont battus pour qu'il y ait l'école et la formation équivalente pour les filles comme pour les garçons. Et je pense que c'est important de le rapporter, parce que ça veut dire que toute société, à un moment ou à un autre de son histoire, a laissé soit moins de place, soit plus de place aux femmes, rarement sans qu'elles l'aient demandé, hein, parce qu'en général, ce n'est pas spontanément qu'on leur propose d'occuper telle ou telle chose. Mais en tout cas, ce qui est important de rappeler, c'est que ce pays a connu, bien avant les malheurs qu'il traverse actuellement, une femme à la tête de leur pays qui était beaucoup plus ouverte que même certains chefs de l'État aujourd'hui vivant en Occident. Donc je pense que c'était important de le rappeler. Je vais parler rapidement des mariages forcés. Alors, quand vous entendez les chiffres des mariages forcés dans le monde, sachez qu'on parle toujours des mariages précoces. C'est-à-dire que nous n'avons pas de données scientifiques, statistiques fiables sur le nombre de mariages forcés. Par contre, on est capable de vous dire, sur les 0-18 ans, voilà combien de filles ont pu être mariées
dans certains pays pour lesquels nous avons des données scientifiques fiables, et à peu près l'équivalent pour les garçons. C'est-à-dire, on ne s'occupe pas seulement de l'âge des filles, on s'occupe aussi de l'âge des garçons. Et ce qu'il faut savoir, que le mariage forcé est une violence très spécifique, puisqu'elle touche aussi bien les filles que les garçons. Alors évidemment, pas dans les mêmes proportions. C'est-à-dire que les hommes peuvent être confrontés au mariage forcé, peuvent être obligés de choisir une conjointe qu'ils n'ont pas choisie, par la pression sociale, par la pression familiale, par l'entourage, etc., etc. Mais c'est une violence spécifique dans le sens où ça ne concerne pas que le droit des femmes. C'est-à-dire que des hommes peuvent être aussi impactés. C'est la même chose pour le crime d'honneur. Il y a deux types de violences, j'ai envie de dire, où les hommes sont impactés aussi relativement, de façon relativement importante, c'est aussi sur la thématique des crimes liés à l'honneur. Un mariage forcé, c'est quoi? Un mariage forcé, c'est voir les deux conjoints qui ne sont pas d'accord parce que le mariage a été arrangé entre deux familles. Sur le plan dogmatique, selon certaines religions, on doit demander l'avis des deux futurs conjoints, puisque dans certaines religions, alors évidemment, dans un milieu judéo-chrétien comme le nôtre, il est évident que ce sont les deux futurs mariés qui échangent leurs vœux de mariage. S'ils sont athées, ils le font à l'église, et ensuite ils peuvent le faire dans un lieu de culte s'ils le souhaitent, que ce soit une mosquée, une synagogue, un temple, etc., etc. Là, on est face à une situation où on a une définition différente du mariage. Selon la zone dans laquelle vous vous trouvez, le mariage coutumier ou le mariage religieux peut avoir plus de force et peut avoir, j'ai envie de dire, le mariage laïque tel que nous le connaissons en France est une exception. C'est-à-dire qu'il n'y a que 3 pays au monde laïques, la Turquie, la France et la Tunisie. Donc dans tous les autres pays du monde, il faut que vous sachiez qu'on peut se marier religieusement. Aux États-Unis, dans certains États, on se marie à 11 ans. Actuellement, mon homologue aux États-Unis qui combat le plus le mariage forcé, c'est une femme qui a été mariée de force dans le cadre d'un mariage juif orthodoxe, puisqu'elle appartient à une communauté orthodoxe. Donc c'est pour vous montrer que ça touche tout le monde. Ça a touché aussi la France avant la j'ai envie de dire jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. S'il n'y avait pas eu la Deuxième Guerre mondiale où les femmes ont dû prendre la place des hommes pour travailler les champs, je ne suis pas convaincue que nos droits, nous, femmes françaises, auraient autant avancé parce que nous avons eu cette possibilité. Nous avions accès en partie à l'éducation, mais nous avons eu là accès au travail. Et donc là, il s'agissait vraiment de liberté. Parce que la liberté se gagne par l'autonomie. Et l'autonomie se gagne aussi par le socio-économique, le socio-culturel. Il y a tout un tas d'éléments qui concourent à cette reconnaissance. Mais pour que cette reconnaissance ait lieu, il faut qu'on soit reconnu comme des individus. Et donc, dans le mariage forcé, c'est toujours un mariage arrangé entre deux personnes. La famille d'un tel décide de la marier à son cousin ou à sa cousine. C'est comme ça. Ou la marier au voisin ou à la voisine. Vous pouvez avoir fait des études très longues. Je vais prendre l'exemple des dames d'origine indienne et pakistanaise qui en général se débrouillent pour avoir des doubles ou des triples doctorats parce qu'en fait elles retardent la date fatidique. Mais on est quand même face à des situations de mariage forcé. Donc là, je vais revenir en France, c'est quelque chose qui ne nous est pas si éloigné que ça, parce qu'on a encore des rallyes dans la haute société. On organise même le mariage est dans le pré maintenant, puisqu'il n'y a plus le chasseur français pour organiser les mariages. Il y a toujours le bal des débutantes, le bal de la rose. Je vous rappelle que le 25 novembre, qui est quand même la journée mondiale de lutte contre la violence faite aux femmes, nous fêtons la Sainte-Catherine. Aux femmes non mariées, vous pouvez être fiancée, mais si vous n'êtes pas mariée, vous êtes une Catherinette, n'est-ce pas? Donc c'est pour vous dire que la France, dans ce domaine,
c'est pas quelque chose qui nous est très éloigné, le mariage forcé, et c'est encore quelque chose qui traverse, enfin, je vais vous dire, en 2006, quand il a fallu que la puissance, vous voyez. Merci beaucoup. En 2006, quand il a fallu que je me batte pour obtenir le même âge pour les filles et pour les garçons, parce que nous avions encore le code Napoléon. Les filles pouvaient marier à 15 ans et demi, les garçons devaient se marier à 18 ans. Ben, je peux vous dire que toutes les féministes de France et de Navarre, si elles avaient pu me lapider, m'accrocher en croix ou me trouver la pire torture possible, elles l'auraient trouvé. Parce qu'elles trouvaient, je risquais de provoquer une catastrophe en demandant que l'âge au mariage pour les filles et les garçons soit de 18 ans. C'est 2006. Donc c'est pour vous montrer que c'est quelque chose de très proche de nous. Et c'est pas... Il y a la réalité de l'Afghanistan, et on va en parler, mais je veux dire, c'est quelque chose qui nous est très proche. Pour en venir aux chiffres de l'UNICEF, ils sont très inquiétants. Nous étions extrêmement fiers parce qu'on avait réduit de 18% en 8 ans le nombre de mariages précoces. Nous étions passés de 13 millions à 10,7 millions. Bien sûr, c'est trop, mais c'était notamment grâce à l'éducation. Et ça a été ça. C'est pour ça qu'actuellement, quand on vous dit on a X filles qui ne vont pas pouvoir retourner à l'école, que ce soit en Afghanistan ou dans d'autres zones liées à la situation du Covid, on sait que c'est une véritable catastrophe et c'est un véritable recul pour les droits des femmes. Et là, c'est pas la... je vais vous dire, quand la présidente du Forum mondial économique a dit que les droits des femmes avaient reculé de 35 ans à cause du Covid, et elle parlait du monde entier. Et c'était le forum économique. Ce n'est pas des femmes comme moi qui font du social ou qui s'intéressent à des sujets, j'ai envie de dire, des petits sujets. Moi, je dis 50 ans. Bon, on est à peu près, avec Boutros, enfin, disons qu'avec le président des Nations Unies, on est à peu près d'accord sur le fait qu'on va faire reculer le droit des femmes de 50 ans en arrière, avec ou sans l'arrivée des talibans, ne serait-ce qu'à cause du Covid. Donc on avait réussi de passer de cette baisse, et là on estime qu'il y a 100 millions de mineurs de plus qui vont risquer d'être mariés entre 2020 et 2030. Pourquoi on va les marier? Parce qu'elles ne peuvent plus aller à l'école. Parce que si elles ne vont pas à l'école, elles restent à la maison. Si elles restent à la maison, elles peuvent perdre leur virginité, peuvent tomber enceintes. Ça déshonorerait la famille. Donc, ces jeunes filles sont mariées à nouveau très très jeunes. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de date au mariage. Moi, j'ai un exemple qui m'a frappée, c'est dans l'actualité extrêmement récente. Il y a un père d'origine afghan qui a dit « J'ai dû vendre ma première fille ». Vous entendez le mot « vendre ». J'ai dû vendre ma première fille pour ne pas laisser mourir de faim ma famille. Là, il vient de dire « J'ai vendu la deuxième ». Cette petite fille a 9 ans. C'est ça la réalité aujourd'hui. C'est à la fois sur l'Afghanistan, l'arrivée de personnes qui vous ont été décrites de façon extrêmement précise par mes deux amis d'origine afghane, mais c'est à la fois le Covid. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'on ne peut pas nier que les talibans vont faire reculer les droits des femmes, mais en plus, elles sont confrontées au recul des droits des femmes qui existe aussi partout dans le monde sans qu'il y ait les talibans. Donc je peux vous dire que les femmes afghanes, effectivement, il faut doublement les protéger, doublement de leur apporter de l'aide, parce que en plus des conditions, j'ai envie de dire, que vont leur imposer l'Afghanistan, il faut aussi tenir compte de la santé publique au sens large. Et je finirai là-dessus parce que je voudrais que les autres personnes puissent également intervenir. Sachez qu'actuellement, on estime entre 130 et 160 millions le nombre de petites filles qui ne pourront pas retourner à l'école. C'est-à-dire qu'elles ne seront pas rescolarisées.
Ça, ce sont les chiffres mondiaux. On n'a pas encore les estimations exactes pour l'Afghanistan, puisqu'en fait, c'est Claudia Capa, qui est la directrice des statistiques à l'UNICEF, qui a pas encore... on n'a pas encore d'estimation fiable, à ma connaissance, sur l'Afghanistan. On n'a pas assez de recul pour l'instant, pour le savoir. Mais autant ces femmes ont besoin de santé, ont besoin de soins, ont besoin d'accoucher dans des conditions qui permettent de les garder en vie, elles et leurs enfants, autant elles ont aussi besoin d'écoles pour gagner leur liberté, pour gagner leur autonomie et pour gagner leur liberté. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur ce sujet particulièrement sensible et merci pour cette belle intervention qui ne nous laissera forcément pas indifférents. Moi, j'avais une question à poser. En fait, comment l'éducation peut permettre en fait d'éviter les mariages forcés? Parce que quand vous avez une petite fille qui va à l'école, qui a l'instruction, elle est en droit de refuser le mariage forcé, parce que pour moi, le mariage forcé, c'est un arrangement entre les familles. Donc, qu'est-ce qui fait que, en fait, quel est le levier qui permet à une petite fille qui est instruite de dire non, je ne veux pas me marier? Est-ce que c'est parce qu'elle va acquérir au fur et à mesure, elle va faire suivre des études et que là, elle est en capacité de dire non? Ou parce que la famille, ou parce que les hommes s'éduquent aussi? Est-ce que ça vient aussi des hommes? Est-ce que vous éduquez aussi les hommes au non-mariage forcé? Oui, alors là oui, c'est très vrai, si vous voulez. Moi, j'ai connu la période 80-2000. Là, je parle du point de vue français, hein, où j'accompagnais des jeunes filles victimes de mariage forcé, où j'avais des hommes qui étaient très en faveur et qui ne comprenaient pas qu'on puisse parler de mariage forcé, puisque c'était normal, c'était la place de la femme. Alors, on n'avait pas à lui poser des questions. À partir des années 2000, j'ai reçu des hommes dans mon bureau qui commençaient à me parler pas du mariage, qui refaisaient la polygamie, qui avaient pu se choisir, qui allaient être monogames, etc., etc. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils avaient reçu à l'école des valeurs d'égalité. Donc ils avaient compris. On ne naît pas avec des valeurs inégalitaires. Je veux dire, c'est pas donné par nos gènes, c'est donné par l'instruction. C'est pour ça la différence que faisait ma collègue tout de suite entre le genre et le fait d'être une femme, c'est ça la différence. C'est-à-dire que c'est important pour les hommes comme pour les femmes de recevoir de l'instruction, parce qu'à partir du moment où les hommes et les femmes reçoivent de l'instruction, ils comprennent qu'il y a des choses qui dépassent les limites et qu'on sort de droit à la liberté. Et en plus, mais alors là, ça c'est la cerise on the cake, les parents ont enfin compris que plus leur fille faisait des études, plus elle gagnait d'argent, donc ça c'était beaucoup plus intéressant. Mais ça c'est mon mauvais côté. D'accord, mais en Afghanistan aussi, les hommes, vous considérez qu'ils sont instruits en Afghanistan quand ils sont encore pour le mariage forcé? Ah non, attention, en Afghanistan, c'est pas parce qu'il y a mariage arrangé que le couple n'est pas obligatoirement d'accord, que les deux parties ne sont pas d'accord ou une des deux parties n'est pas d'accord. Moi, j'ai des mariages arrangés heureux, c'est-à-dire qu'on a pris le temps de présenter plusieurs candidats, plusieurs candidates, ils ont pris le temps de se connaître, etc., etc. Un mariage arrangé entre deux familles n'est pas obligatoirement synonyme de mariage forcé. Ce qui est synonyme de mariage forcé, c'est le refus d'un des deux conjoints, avec le risque pour la femme, si c'est la femme qui s'y oppose, de subir des viols à répétition, de subir des violences dans le couple à répétition, puisqu'elle se refuse au mariage forcé, d'avoir des grossesses à répétition avec des temps très courts entre chaque grossesse parce qu'on lui a interdit de prendre une contraception. Et c'est pour ça que je retiens de l'intervention de Madame Sall l'importance de travailler aussi bien sur l'éducation des hommes que l'éducation des femmes, parce que si on fait le choix d'un côté ou de l'autre, on risque de perdre la bataille au final. Oui, je suis d'accord. Oui, il faut voilà. éduquer les hommes aussi. Bien sûr, tout à fait. C'est une problématique qu'on voit sur un autre sujet que vous connaissez très bien, qui est l'excision. L'accès à l'éducation font que, certes, les femmes ont déjà été excisées, mais par contre, elles n'excisent plus leurs petites filles. Donc, on peut avoir un peu d'espoir
Et de la même façon, les hommes qui étaient très pro-excision aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui comprennent l'importance de ne pas exciser leurs petites filles. Et pour ce qui est des femmes d'origine africaine qui vivent en France, il y a aussi beaucoup plus d'hommes qui sont demandeurs de réparation pour leurs compagnes, non pas pour eux, mais pour le bonheur de leurs compagnes. Donc effectivement, l'éducation des petits garçons et des petites filles peut être un signe d'espoir. Alors effectivement, peut-être pas pour cette génération-là, mais en tout cas pour les générations suivantes, on va gagner du terrain. Donc oui, l'accès à l'éducation, c'est clairement un accès à la liberté, je pense, sur beaucoup de sujets, quoi. Je voudrais simplement faire un commentaire sur un des problèmes des mariages forcés en Afghanistan, c'est la problématique de la dot. C'est qu'on appelle en sociologie la compensation matrimoniale, c'est-à-dire que l'homme paye pour la femme. Je veux dire, c'est une forme d'acquisition d'argent. Alors, en cas de dette, et c'est ce qu'on a vu en Afghanistan, par exemple, chez les paysans qui cultivent le pavot. Parce que le prix de l'héroïne a baissé, des familles se sont retrouvées endettées vis-à-vis des trafiquants, généralement des talibans, et ils devaient de l'argent. Alors comment payer quand on doit de l'argent? Parce qu'on leur a avancé l'argent pour les outils et pour la culture. Ce qu'on fait, c'est qu'on donne une fille gratuitement, c'est-à-dire sans dot, pour les dettes. Et ça se passe à beaucoup, beaucoup de niveaux. Et il y a une baisse il y a une augmentation de la mortalité maternelle, plus une baisse de l'âge auquel les filles accouchaient. C'est vraiment une question économique, entre autres. Et tant qu'on ne change pas ça, il ne peut pas se passer grand-chose. C'est une conséquence de la pauvreté. On a vu dans les médias ces jours-ci qu'on vendait des enfants. En fait, il s'agit de petites filles. C'est des petites filles, justement, à 8 ans, et les mariages sont consommés, voire moins, pour gagner de l'argent. On paye pour ces petites filles, donc c'est également une conséquence de la misère extrême. Et là, ça va empirer en Afghanistan. Oui, c'était tout à fait le sens de mon propos, mais ça rejoint aussi quelque chose qui a été dit lors d'un des témoignages que nous avons vus. Les talibans se servent. Ils arrivent dans les familles, ils ne demandent pas. Quand cette femme dit « ils ont tué mes fils, ils ont pris mes filles », il n'y a pas de question d'arrangement. C'est un mariage forcé pur et simple. Tu es un objet, tu n'es pas une femme, tu n'es pas un être humain, tu es un objet de consommation, je te prends. Et il n'est pas question, là, pour le coup, d'économie, mais même si je vous rejoins complètement, hein, je vous rejoins complètement. Je parle de la société dans ces années, enfin récemment, et avec la culture du pavot, et les talibans, pas les talibans de maintenant, c'est parce qu'il y a des talibans depuis 20 ans dans la plupart de l'Afghanistan, c'est pas un scoop, c'est pas nouveau, malheureusement. Oui, pardon. Vraiment, c'était très intéressant votre intervention. Ça m'a interpellé pour pas mal de choses. Je voulais le mariage, le mariage arrangé, il existe vraiment dans pas mal d'endroits en Afghanistan. C'est des façons comme la vie fondamentalement différente. Je parle avant la guerre ou même jusqu'à maintenant. Et depuis ces 42 années de guerre, beaucoup de choses sont chamboulées et changées vraiment un peu anarchiquement. Mais auparavant, effectivement, une deuxième femme, c'était quelque chose de honteux. C'était quelque chose de vraiment très mal vu. Moi, j'ai mes parents de 3-4 départements. Dans toute ma grande famille, je ne connais personne qui avait 2 femmes. C'était très, très mal vu. Bon, maintenant, avec les talibans, avec cette période
de pauvreté, le travail qui manquait, et tous les exodes rurales, les minages de toutes les campagnes, de manière, et les réfugiés qui sont partis, qui sont revenus. Donc, tous ces chamboulements de la société, celui qui était plus riche, toutes les valeurs des croyances, même religion qu'ils avaient, que devaient la femme et les garçons soient d'accord, qu'elles se disent oui. Et même si c'était les mariages arrangés, mais il y avait l'accord des filles et l'accord des garçons. C'est sans ça, le mariage ne pouvait pas passer. Donc, c'était rare le mariage forcé qui arrivait soit par que la garçon se soit suicidé, ou soit les filles qui se suicidaient. Donc, on avait été tragique, c'était quelque chose de vraiment très, très tragique. Et ce mariage forcé, c'était très mal vu par la société dans son ensemble, parce qu'on n'aimait pas ces familles qui forçaient sa fille ou son garçon à épouser. Maintenant, différence à celle-ci, maintenant ce qui est de nouveau, malheureusement, qu'on appelle aussi le mariage forcé, parce que dans le mariage, malgré tout, il y a deux familles, il y a une cérémonie qui passe. Mais maintenant, nous sommes face à un phénomène nouveau, avec les talibans cette fois-ci, de manière que le Pakistan, pour envoyer parce que le nombre de talibans arrivés en Afghanistan n'était pas suffisamment pour pouvoir répondre aux besoins pour combattre contre les populations qui résistaient. Donc, mobiliser de manière. Les populations du sud du Pakistan partent en Afghanistan, pillent tout ce que vous voulez, et surtout, les femmes du nord de l'Afghanistan, en général, sont blanches, les yeux un peu bleus, machin, de cette façon, un peu. Donc, vous allez prendre une femme. Donc, ce n'est pas du tout le mariage, c'est des butins de guerre. Donc, il ne faut pas appeler des mariages forcés. Ça, c'était au début quand ils sont arrivés. Il y en avait de plus, mais maintenant, c'est cette manière d'arriver, de prendre une femme, ça, ils sont arrêtés parce que le monde entier s'est levé et beaucoup de populations à l'intérieur se sont levées, donc ils ont arrêté ça. Mais, par contre, le fait que la population dans son ensemble, maintenant, les femmes ne travaillent plus. L'armée n'existe plus. La police n'existe plus. Des millions de gens qui n'ont pas de travail, donc ce salaire qui n'est pas payé, donc tout le commerce, toute l'économie est effondrée. Là, maintenant, comme vous avez dit, il y a la vente de filles et aussi la vente des garçons. Les garçons coûtent, je pense 4 000, et à peu près. Le bébé, le garçon de jeune âge, les parents, parce qu'ils ne peuvent pas nourrir l'enfant, ils ne peuvent pas nourrir sa famille, donc ils mettent en vente ses enfants. Ce qui est terrible, c'est pire des choses qui peuvent arriver. Et aussi bien qu'ici, vous êtes complètement catastrophé et que vraiment on ne sait pas quoi faire. La société, les populations de l'Afghanistan sont pareilles. Elles font tout leur possible, les pauvres de l'étranger et de l'intérieur, les gens de payer d'une manière pour ses parents pour qu'ils gardent l'enfant. Mais comme cette pauvreté se généralise, et malheureusement, ce phénomène, je voulais donner d'une part, le but en guerre, ce n'est pas un mariage forcé. Et la deuxième, qui est cette vente, c'est pour les filles et garçons, c'est de cette manière-là. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à la suite.